dans cette affaire-là, si on fouille bien, d'abord, il y a le silence du Conseil Café Cacao. Depuis la crise, il ne parle plus. Si vous fouillez bien, les 102 000 tonnes et autres dont on parle là, ce sont les syndicats des planteurs. C'est eux qui disent, hein. Conseil Café Cacao, on ne sait même pas. C'est les gens. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question des 700 000 tonnes des multinationales. Voilà pourquoi il Non, dit. mais, Président, effectivement, les syndicats parlent de 700 000 tonnes. C'est le conseil avec les institutions d'État étatiques qui parlent Qui de ont dit 102 102 000 000. tonnes. Voilà. Eux, Jean-Yves, ils ont. Ouais. je vais te Oui, vas-y, dire, vas-y. aujourd'hui, là, il y a les délégations du Conseil Café Cacao dans ces zones de production de cacao, là. Ce n'est pas eux qui donnent les chiffres, c'est les syndicats. Oui, les Mais c'est syndicats les syndicats qu'on lit. Même moi, pour parler de l'émission, Oui, j'avais c'est eu des propos de des syndicats. syndicalistes. On n'a pas. Et puis, si on va plus loin, le prix de 1200 francs. Regardez, si on regarde bien, les Ghanéens font 28%, nous on fait le double, 57%. Mais les Ghanéens, là, quand ils ont fait 28%, là, les multinationales sont allées là-bas. Oui. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Président, joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup, ça fait Fallait qu'on plaisir. commence avec ça. Oui, il fallait, c'est important. Bon, on va célébrer ça après l'émission. Bonsoir, Edson. Bonjour Khalil, j'ai une distinction de voix parce que j'ai chanté toute la journée hier en rendant hommage au président Jean-Paul Aureau. Très heureux d'être avec vous. Oui, oui, je l'avoue, ça m'a fait plaisir, surtout qu'il a chanté avec ses enfants que je connais, qui sont les amis de mon fils. Donc ça a été un plaisir. J'ai aussi, derrière en chœur, j'ai entendu la voix de sa femme, en tout cas, Mme Moussa. Merci beaucoup pour ce petit chant. Bonsoir à Jean-Yves. Bonsoir, Khalil. Bonsoir à tous. Merci de voir cette émission avec un sujet qui domine l'actualité. Ce n'est pas une question d'anniversaire, malheureusement, mais c'est la réduction du prix d'achat du cacao aux producteurs. Réduction de près de 60%, annonce faite par le gouvernement ce mercredi. Président Jean-Paul Aureau, cette décision était inévitable. Oui, cette décision était inévitable et tout le monde s'y attendait d'une façon ou d'une autre. On attendait pour voir je dirais, cap en termes de réduction. Sinon, tout le monde savait que ça allait être réduit. Aujourd'hui, quand on voit la valeur du cacao sur le marché international, on s'y attendait plus ou moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, les planteurs pleurent, il faut le dire comme il faut. Mais j'espère que avant qu'on ne rentre peut-être bien dans les détails, que ce prix-là va permettre au moins de vendre tout le stock qui est là. Parce qu'en même temps, c'est quel stock qui est là? C'est 102 000 tonnes, c'est 120 000 tonnes, c'est 700 000 tonnes. On ne sait pas exactement quelles tonnes qui restent de la production ivoirienne sur le marché. Mais il faudra qu'on puisse l'épuiser, qu'on puisse mettre sur le marché international. Moi, je pense que c'est d'une certaine façon le plus important pour l'instant. Et puis, dans les prochaines interventions, je viendrai là-dessus. Mais j'avoue, je le dis clairement, que c'est une décision à laquelle on s'entendait, même si quand elle arrive, elle est douloureuse, pas seulement pour les poches des planteurs, des cacaoculteurs, mais aussi pour les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a Il manque à gagner. un gros manque à gagner. Quand on regarde le différentiel, ça fait mal. Ah, clairement, une somme. Oui, bon, je suis quand même... j'ai beaucoup de questions, franchement, sur cette annonce déjà. Déjà, le fonctionnement, en fait, du Conseil Café Cacao, on l'on avait déjà avec le confrère Élisée Bouloubeux pendant le salon de l'agriculture. Il y a eu un très bon débat à ce sujet. Déjà, le Conseil Café Cacao a pour rôle, en fait, on va dire, de stabiliser les prix. C'est cela, en fait, d'accord, par rapport à une forme de libéralisme, en fait, dans d'autres pays pratiqués. C'est vraiment une stabilisation afin de pouvoir anticiper les chocs, d'accord, et pouvoir aussi pallier les manques à gagner, en fait, dans la filière. Mais ce qui m'embête là, le Conseil Café Cacao, aujourd'hui, a corrigé les manquements qui existaient auparavant. Quel est le rôle véritable du Conseil Café Cacao aujourd'hui? C'est parce que dans ce genre de moment, quand il y a une crise
soudaine, le Conseil Café Cacao vient pallier un petit peu, d'accord, ce gap-là qui est quand même énorme de 60%. Ça, c'est une première question. Est-ce que le Conseil Café Cacao fera un communiqué pour nous expliquer les choses clairement? Le deuxième point, c'est qu'il y a certains, lors de l'annonce en fait de M. Ouattara pendant la période d'octobre 2025, le prix choc de 2800 qui était voilà, annoncé au grand bonheur de tous, certains ont eu des ventes qui n'ont pas été monnayées, c'est-à-dire qui n'ont pas eu en fait d'accord un paiement dû comme il se doit. Ils ont eu de forme de bordereau, d'autres parlaient de papier blanc. Voilà. Est-ce que ces papiers blancs seront impactés aujourd'hui à cette fixation que nous voyons qui est de 1200 francs, où ils auront effectivement d'accord le coût lors de la transaction à hauteur de 2800? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément impact sur la vie du planteur, du paysan. Celui qui entend un prix intéressant de 2800, il anticipe même pour des dépenses, ou même s'il est quelqu'un qui est bancarisé, il peut même faire un prêt sur cette garantie-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des compensations par rapport à cela? C'est des questions qui sont quand même importantes. Je ne vais pas monopoliser la parole, hein, vu que c'est l'anniversaire du président. Je n'introduirai pas mon réquisitoire par un cours magistral. Je prendrai la Je parole. ne vois pas le lien, mais bon. C'est de l'amour, président, c'est de l'amour, tout simplement. Nous Oui. sommes des humains. Bon, en fait, ces derniers jours-là, on a eu plusieurs situations. Bah, on a eu Vous entendez beaucoup de... difficilement. Allô? Jean, Ouais, c'est bon. mets du C'est volume bon? dans ta voix. Ouais, allez-y. Oui, donc je disais, ces derniers jours, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la filière café-cacao parce qu'en fait, on avait pu observer ce blocage-là, le blocage au niveau des stocks qui n'étaient pas vendus. Donc, au niveau du régulateur, il a pu déclarer ces 102 000 tonnes, président. Donc, ces 102 000 tonnes qui avaient été déclarées, c'est-à-dire qui avaient été produits qui avaient été déclarées par ce régulateur-là, qui estimait que on avait un stock de 102 000 tonnes, donc qui avait été produit et qui n'avait pas été vendu. Et donc, ce sont ces 102 000 tonnes qui ont été enregistrées par l'État de Côte d'Ivoire, qui seront par la suite rachetées, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont été rachetés, mais qui seront par la suite rachetés. Donc, cette décision-là a été prise et elle a été entérinée avec l'OIACC, donc qui est l'organisation interprofessionnelle agricole, qui est une organisation au sein de laquelle on a tous les acteurs de la filière café-cacao. Ensuite, avec le Conseil du café cacao. Donc, ces deux organismes-là ont échangé avec le gouvernement et c'est par la suite que cette décision-là a été prise. Maintenant, lorsque la décision a été prise, il y avait des quotas qui avaient été attribués à chaque organisme. Donc, c'est-à-dire l'OIACC avait pour mission, bon, pas pour mission, mais avait eu un stock de 40 000 tonnes qu'il devait repartir. Et donc, l'OIACC a émis un certain nombre de coopératives qui allaient délivrer des connaissements. En fait, le connaissement, c'est le document administratif qui permet de vendre le cacao. Donc, chaque coopérative émet son connaissement et c'est ce connaissement-là qui sera par la suite validé par le Conseil Café Cacao. Donc, les 40 000 tonnes-là devaient être gérées par l'OIACC et le blocage s'est opéré à quel niveau? Au niveau de, je crois que c'était avant lors de la semaine dernière, donc ils avaient fait un communiqué pour dire que ces 40 000 tonnes-là seraient vendues. Et par la suite, lorsque les coopératives qui ont été listées par l'OIACC ont émis les connaissements, apparemment, à partir de 12 000 tonnes, les connaissements ont été bloqués. Donc, c'est-à-dire que c'est sur les 40 000 tonnes, il y a 12 000 tonnes qui ont été validées par le Conseil du café cacao. Et par la suite, tous les autres connaissements qui sont arrivés après ces 12 000 tonnes ont été rejetés. Donc, c'est ce qui a créé ce nouveau blocage-là. Donc, le directeur et le président de l'OIACC, qui est Zakité Chaka, a convoqué le DG du Conseil café cacao et aussi des membres du gouvernement pour essayer de trouver un terrain Tu vas d'entente. convoquer DG. Et oui, c'est le DG du Café Cacao. Oui. Il a organisé une réunion. Wow. Où le DG a été convoqué, où le DG a été, comment on appelle ça, le DG a été invité. Et par la suite, les membres du gouvernement. Donc, c'est là où on a assisté. Je crois que c'était le 1er mars. Donc, il y avait Téné Birima Ouattara, il y avait le Premier ministre aussi. Et donc, ils ont trouvé un consensus. Et le consensus qui a été trouvé, c'était que il y avait 16 000 tonnes
qui étaient en attente. Et donc, ces 16 000 tonnes seront validées à partir du lundi, donc du lundi 2. Et par la suite, pour en fait relancer les ventes, pour relancer les achats de ces fèves de cacao-là, une conférence conjointe sera donnée une conférence conjointe sera donnée l'OIACC et le Conseil du café cacao. Lors de cette conférence conjointe, malheureusement, avant la conférence conjointe, apparemment, il y a eu une mésentente. Donc, cette mésentente-là a fait que finalement, ils n'ont pas pu faire, mais il y a eu un point de presse rapide. Et c'est lors de ce point de presse-là, l'OIACC, à travers son secrétaire général, qui est M. Boabré, il a accusé directement le Conseil du café cacao d'être à la base de ce blocage-là. Heureusement que je crois avant-hier, pardon, le mardi, on a le président de l'OIACC qui a fait aussi une sortie par la suite qui a dit que les choses étaient rentrées dans l'ordre et que finalement, ces 102 000 tonnes-là seraient achetées par l'État. Et donc, ils allaient valider les connaissements petit à petit. Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une sortie véritable du Conseil Café Cacao. Je pense que c'est l'OIACC par moment qui essaie de donner des explications, même si ces explications-là, pour moi, sont tirées par les cheveux. Parce que pour répondre aussi ça va répondre peut-être à la question de Nissan qui se posait, qui disait les bordereaux qui ont été émis, ils seront payés à combien? C'est-à-dire les papiers qui ont été donnés à ces producteurs-là. D'après ce qui est, c'est que tous ces 102 000 tonnes-là seront payés à 2800. Ça, c'est ce qui a été dit. Et donc, les bordereaux qu'ils ont, c'est 2800. Mais il se trouve qu'il y a des gens, les bordereaux ont été émis à ces producteurs, il y a des gens qui passent la nuit qui proposent des sommes moindres, donc autour de 1000 francs à ces producteurs-là. Et vu que ce sont des producteurs, souvent, ils ont besoin de cash. Donc, par moment, ils se retrouvent en train de donner. Donc, ce qui en fait pose problème, c'est que le jour, on donne des papiers pour leur faire comprendre qu'ils vont encaisser. Et la nuit, il y a des personnes véreuses qui passent derrière pour proposer des sommes moindres. Maintenant, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que euh, les, la, les, Ah, Khalid. Allez-y, ça. Non, non, Président, pardon. Désolé. Ok. Bon. Ah, il est bloqué. Le CM, malheureusement, le CM de Jean-Yves Doué, qui semblait assez instructif, a été bloqué. Il m'avait l'air très, très outillé sur le sujet. Mais moi, au-delà de ça, et des questions énoncées par Ensemble, cette filière-là, il y a beaucoup de flou dedans. Président, pardon, je précise une info à ce que j'en avais dit. Je confirme que même Fratmat l'a mis à la une. Le stock recensé sera bel et bien payé à 2800. 2800. Ça ne pas votre question. Oui, ça va être payé. Mais entre-temps, ce que Jean-Yves vient de dire, il y a des gens qui avaient des bordereaux, des tickets de 2800. Et puis des gens viennent nuitamment, le gars est dans l'urgence, il lui achète son bordereau de 2800 à 1000 francs. Et lui, l'intermédiaire, lui, il va se faire payer plus tard. En fait, on est en train de constater ici que ce type d'action-là, aujourd'hui, a créé une sorte de mafia qui est en train de profiter du malheur des planteurs aujourd'hui, de cette chute du prix du produit. Peut-être qu'eux, ils l'avaient anticipé, ou bien eux, ils savaient que les choses allaient se poser de façon difficile, et connaissant les difficultés des planteurs, on dit, bon, tu as un bout de papier qui vaut 2800, ça ne te sert à rien. Moi, je te donne de l'argent, je te donne 1000 francs, et puis tu me donnes ton bout de papier. Le gars, il préfère un billet de 1000 francs qu'un bout de papier de 2000 francs qui ne lui sert à rien. Donc, se pose ces questions. Mais les 102 000 tonnes là, c'est ce qui est annoncé. Nous savons tous que l'annonce de 2800 francs du prix du kilo de fèves de cacao Borchamp a créé un appel d'air. Ça fait rentrer le cacao guinéen, ça fait rentrer le cacao libérien, ça fait rentrer le cacao ghanéen en Côte d'Ivoire. Et ce stock-là, pour moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse imaginer que ce stock qu'on n'a pas contrôlé, qui est aujourd'hui sur le marché ivoirien, qu'on ne le prenne pas en compte. Peut-être les 102 000 tonnes, les 102 000 tonnes qui sont là aujourd'hui, c'est peut-être lié à un certain nombre d'informations
Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des délégations, je dirais, du Conseil Café Cacao qui sont dans la zone de Méagui, Soubré, qui est la boucle du cacao. Et à côté de ça, il y a les multinationales qui ont eux leur mécanisme pour quantifier le cacao. Eux, ils parlent de 700 000 tonnes. Hein. Les multinationales parlent de 700 000 tonnes qui est sur le marché ivoirien. Comment on arrive à épurer cela? Et puis au-delà de tout ça, là même, sont sérieux. Bon, pendant les périodes fastes, là, où le cacao se vendait bien, là, l'argent de la réserve, là, c'est où? C'est ça. Question. Parce qu'on était parlé cacao 102 000 tonnes, on doit acheter ça de... Bon, pendant les années où ça marchait, où le cacao, le prix du cacao était en haut, l'argent qu'on a mis en réserve, la réserve de stabilisation, là, l'argent là, c'est où? Parce que c'est ce à quoi devait servir cet argent aujourd'hui. Mais dès la première crise dette, c'est fini, c'est la panique. C'est ce que je disais. Il y a un problème de transparence dans cette filière-là. Depuis les indépendances, il faudrait que véritablement on arrive à pallier à ça. Et on a eu... la caisse stable. On a eu la caisse stable, on a eu la période de la libéralisation du Gbagbo. Aujourd'hui, on est revenu sur la réserve de stabilisation, mais toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas lié forcément à un problème de chute du prix du cacao sur le marché international. C'est lié à un problème de gestion de l'argent du cacao en Côte d'Ivoire. C'est lié à un problème de transparence. Des centaines de milliards disparaissent. Ça, on comprend pas. Et puis on n'entend pas. En tout cas, pour J'avais revenu, c'est qui disait, puis je savais oui, ça. oui. Donc, en fait, oui, je disais qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ça, c'est vrai que, comme le président l'a dit précédemment dans son propos liminaire, il disait que les 60%, c'est-à-dire, bon, on s'attendait à ce qu'il y ait une réduction des prix. Partant dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de trucs. Donc, effectivement, on s'attendait à une réduction des prix. Mais, moi, personnellement, je ne m'attendais pas aux 60%. Au moins 60% en fait. C'est-à-dire à une réduction de 60% parce que au Ghana, pays voisin, qui a le même mécanisme que nous, ils ont réduit le prix à 28%. Voilà. Ils ont réduit le prix à 28%. Donc, vu qu'on a le même mécanisme de stabilisation, pourquoi la Côte d'Ivoire, nous, on passe en dessous des 50%? 60 ans. Voilà, au-dessus des 60. Donc, pour moi, c'est vraiment énorme. Et lorsque j'essaie de pousser un peu plus la réflexion, je me dis que effectivement, le président a énoncé un problème qui est clair, c'est que à l'annonce des 2800, effectivement, les pays voisins, il y a eu cette contrebande-là du cacao. Donc, pour moi, en fait, c'est tout un mécanisme, c'est tout un système qui a failli en ce sens-là. Parce que, regardez, lorsqu'on a eu les élections présidentielles, et qu'on voulait sécuriser les frontières, on a déployé plus de 40 000 forces de l'ordre ou je ne sais pas quoi, parce que c'était important aux yeux. Voilà, c'était important aux yeux du gouvernement. Aujourd'hui, le café cacao qui est le cœur, je vais dire même le cœur de l'économie ivoirienne. À un moment donné, une fois qu'on annonce ce prix-là, mais ça, moi, je pense que ça doit être même un réflexe pour nos autorités. Mais on essaie de sécuriser au maximum les frontières parce qu'on se dit que forcément, ça va attirer des gens. Voilà. Donc, si on ne l'a pas fait, est-ce qu'il n'y a pas de complicité? Est-ce que donc, il y a beaucoup de choses? En tout cas, moi, je pense que c'est tout un système. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, je pense que dans la forme globale, cette stabilisation-là, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est la gestion. C'est ceux qui ont géré, c'est ceux qui gèrent. Et j'ai l'impression que même au-delà aussi de ceux qui gèrent, c'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise, mais au-delà de ceux qui gèrent, en fait, je vais dire que cette théorie de stabilisation-là a aussi failli. Parce que lorsqu'on écoute le conseil du café cacao, ils nous disent qu'il y a certains acteurs, donc les multinationales et d'autres acteurs qui ne veulent pas jouer le jeu. Lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, c'est quoi? C'est que ils nous font croire que, par exemple, je prends un exemple, l'année dernière, lorsque le prix avait atteint, le cacao avait atteint vraiment le prix assez élevé, lorsqu'on a demandé au directeur au DG du conseil du café cacao, il a dit que, vu que le cacao était vendu par anticipation, du coup, ce pic-là ne pouvait pas se répercuter sur le prix actuel. En ce moment, les producteurs ont accepté, ils ont accepté le fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ce prix assez élevé-là. Donc, logiquement, cette année, ils auraient dû bénéficier de ça. Et où ils doivent bénéficier de ça aujourd'hui, on leur fait comprendre que non, voilà. Donc, moi, je ne comprends plus. Est-ce que le cacao de cette année n'a pas été vendu par anticipation? Normalement, oui. Donc, s'il était vendu par anticipation, normalement, vous devez restituer l'argent. Il a été vendu à un moment où le prix était au pic, il y a eu d'argent. Voilà, au pic. Donc,
Donc, je veux dire que cet argent, normalement, là, ça veut dire que le cacao de cette année, là, normalement, c'est l'année dernière qu'il a été vendu aux gens. Maintenant, pourquoi on nous explique aujourd'hui que comment on appelle, certains acteurs ne veulent pas jouer le jeu? Donc, ça montre que juridiquement, je pense que ils se sont dit, normalement, on achète, je veux dire, on achète par anticipation, mais on a l'impression que même ça, le cacao ne s'achète pas par anticipation. Parce que si on nous dit que les gens ne veulent pas jouer le jeu, c'est que présentement, les gens ne veulent pas acheter. Pourquoi ils ne veulent pas acheter? Voilà. Bien. Une sorte. En fait, moi, je ne suis pas vraiment très poussé dans les recherches et les détails comme Jean-Yves, mais j'essaie de comprendre, en fait. Qu'est-ce que planteur? Oh, oh. J'essaie de comprendre. D'habitude, moi, je suis très passionné par l'agriculture, mais Jean-Yves, là, franchement, j'aurais l'impression que j'avais un 500 quoi en miniature. Mais en fait, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, Et off, c'est lui qui propose c'est le budget l'anniversaire du président, donc on va lui faire plaisir aujourd'hui. Alors, quelques petites blagues, ça fait pas de mal. Alors, je suis en train de dire quelque chose de très important, parce que oui, le président a dit quelque chose qui est intéressant. Il faut savoir qu'il y a une mutualisation, en fait, de la fixation des prix entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'initiative, là. Oui, initiative prise par M. Ouattara et Nana Akufo-Addo. L'initiative d'Accra, on appelle ça. L'initiative d'Accra, oui, d'accord, l'initiative d'Accra. Donc, voilà. Donc, il y a une mutualisation, d'accord, pour ne pas qu'il y ait de fuite entre les planteurs, en fait, ivoiriens et les Ghana, voilà, vice-versa. Donc, c'est déjà bien. Mais nous voyons aujourd'hui, on a parlé du cas du Ghana, on a quand même, malgré ce choc-là, ils ont quand même une baisse qui est assez raisonnable pour les paysans et les planteurs là-bas à hauteur de 28%. Moi, je crois que la stabilisation même, en fait, le but d'une stabilisation, c'est de quoi? En fait, c'est anticiper les chocs. C'est pas une stabilisation, c'est d'anticiper les chocs. C'est-à-dire que si on est sur un marché qui fluctue, le marché a une courbe qui fluctue, la stabilisation permet de faire quoi? C'est ce que même on dit même sur le plan monétaire avec le CFA, c'est d'anticiper les chocs. Et quand on doit anticiper les chocs, on ne voit pas l'effet de cette stabilisation. On a l'impression que le conseil Café Cacao vit au jour le jour. Merci. C'est-à-dire que si c'est la pluie et le beau temps, ils sont là, c'est la pluie et le beau temps. Si c'est un moment de disette, c'est un moment de disette. Mais qui sont ceux qui subissent le plus? Ce sont nos planteurs. Ce sont nos planteurs. Parce que c'est bien, hein, nous, on est sur des plateaux télé, on commente, mais derrière, en fait, le planteur, ce sont des familles. Ce sont des manœuvres. C'est l'économie ivoirienne qui est touchée. Parce que moi, il y a quelque chose qui me peine dans cette affaire. On me dit que le gouvernement était obligé de puiser encore, d'accord, dans les fonds publics pour pouvoir pallier cette affaire des 103 000 ou 102 000 tonnes. 100 000 tonnes officiellement Voilà, sur le ministère. ouais, 100 000 tonnes. Donc, ça veut dire que cette affaire-là Acheter 64 va 000. devenir systémique, même sur l'économie ivoirienne, que l'on veuille ou pas. Endettement. Parce que pour pouvoir anticiper, il faut encore mettre des taxes. Il faut aussi compenser ce gap-là. Donc, c'est une affaire qui est véritablement... Il faut véritablement réfléchir. Parce que je pense que cette situation qui arrive encore, c'est ce que le président Jean-Paul Roux disait depuis 1960. On est passé de la caisse table à la libéralisation. Aujourd'hui, quand on vient au Conseil Café Cacao, on ne trouve pas de solution véritable. Moi, je pense que les acteurs, en termes de gestion, doivent véritablement expliquer comment ils font pour anticiper sur ces genres de situations. Parce qu'on sait que nous ne maîtrisons pas le marché mondial du cacao. Ce n'est pas nous qui fixons les prix. Jean, quand tout à l'heure, il disait que le Conseil Café Cacao dit que non, les multinationales ne jouent pas franc jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les multinationales, ils ne viennent pas d'accord Ils ne pour... sont pas Sont pas des financements. Quand c'est côté en Voilà. plus, sans fin. Voilà, ils viennent. C'est sur le marché. Ils vont rentabiliser. Donc, à nous qui voulons stabiliser, parce que d'autres pays ne stabilisent pas. Hein. Eux, ils sont dans leur libéralisme à fond. C'est-à-dire qui est choc ou qui est embelli, c'est pour le bonheur ou pour le malheur des paysans. Mais nous qui stabilisons, c'est parce que derrière, on veut anticiper des chocs. On veut anticiper des chocs parce qu'on veut, derrière, que nos paysans aient, d'accord, le cœur tranquille, d'accord, lorsqu'ils produisent. Mais là, dans ces genres de situations, ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont des familles qui sont touchées. Et en plus, derrière, le président a dit quelque chose qui est intéressant encore. C'est son anniversaire, il est très inspiré. Nous sommes très, très d'accord, bizarrement, aujourd'hui. Je pense que c'est l'effet aussi de salon de l'agriculture. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il a parlé en fait de l'achat, c'est-à-dire clandestin. Et merci Jean-Yves. Jean-Yves a dit ça. Les gens qui vont acheter les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires là, qui vont acheter les promesses là, les promesses à 2800. Mais le paysan n'a pas le choix. Mais derrière, il achète peut-être même à 1000 francs ou 800. Mais lui, il a le bout de papier. Il va aller encore voir le gouvernement pour récupérer son argent. Récupérer son argent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de pervers qui n'est pas joli à voir. Et je pense même qu'au-delà des bouts de papier, il faut les sticker. Parce qu'il faut trouver un mécanisme de telle sorte que les planteurs, là,
d'accord, elle a garanti, parce que derrière, c'est une fraude aussi. Hein. Voilà, Oui, c'est une fraude. c'est les intermédiaires. On va finir avec les suggestions sur ce sujet. Mais j'aimerais répondre sur cette question-là. Je pense que le Conseil Café Cacao, concernant cette affaire de bout de papier-là, avait lancé la carte du cacao-culteur, la carte professionnelle, D'accord, qui ok. était en même temps une sorte de... CMU, là. Non, c'est pas CMU, la CMU à boutique, D'accord, ouais. mais qui est aussi en même temps une carte de retrait, une carte de... Ah, ok, Voilà, d'accord, ok. qui pouvait... Je pense qu'il devrait Relancer. pour continuer ce C'est projet, une technique, par exemple l'amplifier parce que ça permettrait d'éviter Ouais. que le planteur se retrouve spolié. Ouais. Parce que ce qui se passe, je le dis, c'est une mafia, c'est de la pression. Si moi, avec ma carte, je donne un exemple, je vends peut-être mes 2 tonnes de cacao en tant que producteur, et puis on me dit, bon, tes 2 tonnes de cacao, on te donne de l'argent espèce pour des questions de sécurité ou autres, ils sont sur ta carte. C'est de l'argent électronique. Donc, je mets ma carte, on me verse Il y a un mon suivi compte. même. Mais ce que ça vaut, ce que les 2 tonnes de cacao valent en CFA, on met ça sur ma carte. C'est sur mon compte, je présume. Donc, cela facilite. Il serait bon que le Conseil cacao achève ce truc-là et ça permet sur les questions de traçabilité et autres, tout ça. Mais finissons sur la question de Jean-Yves. Dans cette affaire-là, si on fouille bien, d'abord, il y a le silence du Conseil Café Cacao. Depuis la crise, il ne parle plus. Si vous fouillez bien, les 102 000 tonnes et autres dont on parle là, ce sont les syndicats des planteurs. C'est eux qui disent, hein, Conseil Café Cacao, on ne sait même pas. C'est les gens. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question des 700 000 tonnes des multinationales. Voilà pourquoi il dit... mais, Président, effectivement, les syndicats parlent de 700 000 tonnes. C'est le Conseil avec les institutions de l'État étatique qui parlent de 102 000 tonnes. Voilà. Eux, ils ont... Je vais te dire, aujourd'hui, là, il y a les délégations du Conseil Café Cacao dans ces zones de production de cacao. Là. Ce n'est pas eux qui donnent les chiffres, c'est les syndicats. Oui, les syndicats même moi, pour préparer l'émission, j'avais eu des propos de syndicats. Et puis, si on va plus loin, le prix de 1200 francs. Regardez, si on regarde bien, les Ghanéens font 28%, nous on fait le double, 57%. Mais les Ghanéens, là, quand ils ont fait 28%, là, les multinationales sont allées là-bas. Oui. Les Ivoiriens disent, bon, nous on va faire le double. Les multinationales vont revenir. Parce que le stock là est important. Ça fait partie, c'est ça, clairement. C'est du stockage. Clairement. Il faut qu'ils fassent du stockage. C'est du déstockage, c'est la deuxième démarque. La braderie du cacao. En réalité, bon, je pourrais dire... On va être compétitif, quoi. Voilà. En fait, c'est un prix au-delà de la question de la chute du prix du cacao sur le marché international. C'est un prix stratégique pour que les multinationales reviennent sur le marché ivoirien, prendre le cacao ivoirien, voilà, parce qu'on paye 2 fois moins que... Moi, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau prix. Parce que normalement, en fait, juste pour dire quelque chose, Jean-Yves, si tu permets, juste un petit mot. Hein. En fait, il y a une mutualisation et la fixation des prix. En cas de crise, normalement, les 2 pays devraient s'entendre. Non, mais l'initiative, c'est ça le problème de l'initiative d'Accra. Qui n'est pas activé, je crois. Il n'est pas activé. À dessein, alors. Bon, on reviendra sur ça. Fixer des oui, prix. donc, si. En fait, donc c'est pour ça. Là, on comprend que, en fait, le cacao, au-delà d'être un produit stratégique économique, est un produit stratégique politique. Clairement. Jean-Yves, on va faire ce sujet avec vous. Oui. Effectivement, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, prendre cette décision-là, comme le président l'a si bien dit, hein, pour moi, c'est pour essayer de déstocker, mais non seulement, essayer aussi de déstocker, transférer ce surplus comment on appelle ça, de fèves de cacao là aussi au Ghana, parce que si, par exemple, les gens se disent qu'en Côte d'Ivoire, il est à 1200, ben, nous qui sommes à la frontière, ben, je pense qu'on va préférer aller vendre notre cacao au Ghana. Donc, essayer de transférer les problèmes qu'on a aussi au Ghana parce que en mettant le prix aussi en dessous des 2800 parce que j'étais, je crois, à 2000 combien là, ils nous ont transféré leurs problèmes. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est une concurrence. On met le prix à 1200 pour essayer aussi d'envoyer ce stock en surplus là du côté du Ghana. Voilà, donc en parlant de solutions, effectivement, là, on a parlé de la porosité des frontières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'annonce maintenant de nouvelles campagnes,
une fois que l'État se rend compte que le prix du cacao va prendre une certaine valeur ou bien ils vont augmenter à un certain niveau, pour moi, il est important à chaque campagne de déployer un certain nombre de forces de l'ordre pour essayer de quand même sécuriser au maximum nos frontières parce que, mine de rien, ce sont nos agriculteurs qui en pâtissent lorsque ces situations-là dégénèrent. Voilà, ça c'est un premier point. Et le second point aussi, je pense qu'il doit y avoir vraiment un encadrement juridique assez solide au niveau de cette stabilisation-là. Parce que lorsqu'on dit que le cacao est vendu par anticipation, et que le prix il est bas, en ce moment-là, je pense que les producteurs, et bon, les producteurs subissent, mais les exportateurs, tous ceux-là, je pense qu'ils se mettent, voilà, ils font le max de profit. Mais lorsqu'il est haut aussi, il faudrait que les gens acceptent. Donc, si au moins si c'est encadré juridiquement, moi, je pense que personne ne va déroger à cette règle-là. Celui qui déroge à la règle, il va subir les conséquences genre de la loi. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Et puis, pour terminer, aujourd'hui, je pense que la caisse de stabilisation, dans sa forme actuelle, comme je le disais tout à l'heure, a montré carrément vraiment pas mal de limites. Donc aujourd'hui, il faudrait faire vraiment des réformes. Et puis aussi, dans une institution, quand tu sais que tu as failli, normalement, tu démissionnes. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit. Mais on a l'impression que la Caisse de stabilisation, à travers son directeur général, fait la sourde oreille. On a l'impression qu'ils font l'autruche. Bah, il fait l'autruche parce que voilà, en attendant que la tempête passe. Et puis après, bah, ils vont ressortir comme si de rien n'était. Donc vraiment, et courage à ces planteurs-là et on espère Ouais, que, ouais. voilà, Ça c'est important. Merci beaucoup, Joël. Accorde-moi une minute, peut-être une minute. Je sais on devrait finir ce sujet, mais au-delà de ça, moi, le salon de l'agriculture m'a permis de voir des choses qui me font penser que dans 10, 15, 20 ans, notre cacao, en termes de fèves, ne vaudra plus rien. Merci. J'ai vu une grosse boîte, une grosse entreprise de chocolat dans le monde qui fabrique du chocolat sans cacao. Oui, avec la matière grasse. Sans cacao. Oui. Le marché européen n'a plus besoin du cacao ivoirien, en tout cas du cacao. Ils n'ont plus besoin de ça pour faire leur chocolat. Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures qu'on prend? Pour ma part, c'est essentiellement, d'abord, si moi je suis président, moratoire sur le cacao. On ne produit plus un seul pied de cacaoyer. On ne plante plus un seul pied de cacaoyer. C'est les plantations qui sont là. On s'est débrouillé avec ça jusqu'à ce que ça vieillisse. Mais il a raison, parce que ça ne sert à rien d'utiliser des On a vu avec Jean-Yves même qu'il y avait un stockage mondial aussi pour confirmer mon propos. C'est vrai que le chocolat se fabrique sans. Et puis, même ceux qui même contiennent même du cacao, même à 7% ou 5%, c'est nous en Côte d'Ivoire qu'on fabrique du chocolat à 65% et à 65% de chocolat. Donc, il y a cette question et il y a la question de la transformation. Il faudrait qu'on sorte de cette économie coloniale, de type colonial, où on fabrique les fèves, où on fait les produits, les fèves, pour les vendre aux usines occidentales, et puis après, on va courir pour acheter du chocolat. Voilà, faut qu'on passe à une autre étape. Et puis, on a une grosse pensée, en tout cas, pour les planteurs. Juste aussi remercier les planteurs aussi quand même d'avoir donné 50 millions de francs CFA à M. Ouattara pour octobre 2020. Ce ne sont pas les planteurs, c'est une association de planteurs. Ils sont association des planteurs. Ils sont planteurs. Non, ils sont planteurs. En tout cas, charité bien entendue commence par soi-même. Deuxième sujet, allons-y. La STL qui a su la liaison entre plusieurs communes riveraines de la lagune des Bries a dû mettre la clé sous la porte. Selon ce qu'on a pu voir, la DGI reproche, la Direction générale des impôts, reproche à la société d'Adama Bictogo de ne pas payer ses impôts. En gros, je résume. Oui. Président. Encore une affaire. Oh, c'est pas une affaire. Bon, comme c'est une entreprise. C'est nous qui faisons trop de politique. C'est de M. Adama Bictogo, ça a plus de relais. Sinon, les sociétés à Abidjan qui sont fermées, chaque jour, pour ne pas payer les impôts, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est non-événement alors? Ce n'est pas un non-événement, mais comme c'est Adama Bictogo, on regarde ça d'une certaine façon. Mais regardez même le transport lagunais en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, peut-être qu'il a vu gros, le transport lagunais en Côte d'Ivoire. Les gens se promènent encore, les gars traversent encore un Pinas. Ah ouais? Oui, les gens préfèrent Pinas. Vous avez vu que la STL transporte chaque jour près de 20 000 passagers. Hein. Oui, mais les gens préfèrent Pinas. 20 000, il y a du potentiel, mais les gens préfèrent Pinas parce que c'est moins cher que d'aller prendre un bateau pour faire ceci ou cela. Et puis, au-delà de ça, c'est plus glamour. C'est une société normale
qui a fonctionné, certainement, il y a eu un problème de gestion, ou bien elle n'était pas suffisamment, son activité n'était pas suffisamment rentable pour être arrivé à un stade où il ne payait plus les impôts. Bon, et puis en Côte d'Ivoire, les questions d'impôts, moi je pense que pour ce que je sais de la DGI en Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes de paiement d'impôts, on trouve des situations, des aménagements pour régler cette dette fiscale. Donc, si aujourd'hui la STL est arrivée à ce niveau, moi, ça ne me pose pas véritablement problème. Ce qui me pose problème, déjà, nous on l'avait énoncé dans l'enquête média depuis novembre, les travailleurs, les salariés n'étaient plus payés. La STL? Oui, depuis novembre, ils n'étaient plus payés. En décembre, ils ont eu quelques gratifications, mais sans le salaire. Donc, c'était attendu et certainement que d'ici peu, au niveau même de son entreprise dans le secteur minier, il risque d'être aussi atteint d'après les informations dont nous disposons. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas plus d'infos, mais je pense qu'il y a aussi des difficultés là-bas s'annoncent. Eh bien, peut-on parler d'un nouveau coup de jus pour M. Bictogo, une sorte? Écoutez, de toute façon, là, la STL a réouvert, hein. Elle a réouvert. Et puis, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Parce que fin 2025, effectivement, ils ont une fermeture temporaire. Et puis, bon, aussi également cette fois-ci. Après, c'est clair, c'est ce que le président disait. Il s'agit de M. Adama Bictogo. Sinon, en fait, des fermetures temporaires pour redressement fiscal, voilà, il y en a à foison en Côte d'Ivoire. Bon, c'est clair qu'il s'agit de M. Bictogo, donc ça va forcément voilà, faire la une après le précédent incident qu'il y a eu entre les différents journaux de la presse ivoirienne. Mais bon, je veux dire quoi par là? On détecte quand même qu'il s'agit quand même en fait d'une gestion, hein. On revient encore sur le cadre d'une gestion. Et il s'agit, voilà, d'exemplarité. Et puis il s'agit quand même, M. Bictogo n'est pas n'importe qui au sein de l'appareil d'État. Il a occupé des fonctions très importantes. Donc on essaie d'adosser bien évidemment cette image-là de quelqu'un qui a occupé des postes où on parle d'exemplarité, où on parle bien évidemment de respecter les lois ou le fonctionnement de l'État en ce qui concerne en fait les règlements des impôts. Donc pour moi, ça fait encore tâche pour l'homme Bictogo. Après, chacun ira de son ressenti, hein. D'autres iront, voilà, ils parleront d'une certaine cabale politico-médiatique en ce qui concerne ce qui est arrivé à la STL. Sinon, d'autres personnes diront non, c'est un épiphénomène, Voilà. c'est quelque chose qui arrive voilà, à tout citoyen. Ce qu'on peut lui souhaiter, voilà, c'est bon vent dans sa gestion, hein, comme on l'a souhaité aussi au Conseil Café Cacao, hein, bon vent dans sa gestion, et puis qu'il puisse ménager. Et en même temps, il faut qu'il soit aussi conscient en politique qu'il n'y a pas de pitié. Voilà, en politique, il n'y a pas de pitié. Tous les coups sont bons et permis pour pouvoir peut-être ternir la popularité d'un potentiel adversaire. Mais je pense qu'au-delà de cela, c'est encore des milliers de familles, comme il a dit, président, des personnes qui ne reçoivent pas leur salaire. Ouais, donc aussi une pensée pour ces personnes-là et que vivement, voilà, que ces personnes-là aussi soient mises en avant parce qu'il s'agit d'un cas humain. J'imagine le nombre d'enfants, le nombre de personnes ou de foyers même en séparation ou peut-être des impossibilités pour célébrer des anniversaires comme nous célébrons l'anniversaire du président Jean-Claude Juncker. Parce qu'il n'y a pas de fonction. Voilà. Donc, mais en tout cas, je souhaite bon vent à M. Bictogo et puis on espère que voilà, ces démêlés-là n'auront pas encore créé d'autres choses comme il est. Je vous sens très pacifique aujourd'hui. Votre côté anarchiste. Je pense que je suis. C'est l'anniversaire. Il m'a séduit politiquement, il faut que je fasse attention. Voilà. Ouais, non, en fait, oui, c'est vrai que c'est Bictogo, donc ça peut ça peut faire plus de vagues, mais au-delà de ça, même moi, c'est le timing. C'est-à-dire, hier, on parlait de fermeture de cette société. En même temps, il y a eu l'affaire avec l'affaire Snedaï avec l'ESDAF, en fait, qui fait opposition à sa condamnation et il décide de rentrer au pays pour donner sa part de vérité. Vous voyez, donc, voilà une deuxième affaire. Donc, c'est hier tout ça, voilà, on a eu écho de tout ça. Vous voyez, donc, pour moi, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement parce que c'est Bictogo, mais clairement, il y a un message politique que ça envoie derrière. Et le message politique qui est envoyé, comme moi, j'essaie d'analyser, moi, je pense que quelque part, cela, en fait, pourrait être une forme de pression, hein. Ça peut être une forme de pression pour dissuader, je vais dire, tous les soutiens, peut-être les soutiens politiques de Adama Bictogo. Voilà, ceux qui, pour l'instant, veulent continuer la bataille, cette bataille de positionnement au sein du RHDP là. C'est une forme, moi, je pense que c'est une forme de dissuasion. On ne sait pas qui est derrière, mais c'est une forme de dissuasion pour leur faire comprendre que
celui que vous voulez mettre peut-être à la tête de votre bataille là, il n'est aujourd'hui pas légitime en ce sens où il pourrait être poursuivi pour X ou Y raison. Voilà. Donc, pour moi, c'est une forme de dissuasion pour ses soutiens afin d'isoler M. Bictogo clairement et puis voilà, pour ne pas qu'il aille au bout de ses ambitions. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quelque chose à ajouter, monsieur, sur ce sujet? Oh, Plus rien. j'aimerais bien ajouter tout simplement que le SNEDA est un grand groupe. Hein. Il y a Que vous fatiguez beaucoup il y a à le, l'enquête média. Vous êtes en tâche sur il y a le BTP, il y a les mines, il y a le transport lagunais, il y a plein de choses. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il a quelques difficultés au niveau de sa société des transports que cela fragilise, je pourrais dire, l'Empire Victogo. l'Empire SNEDA. Cependant, c'est vrai, le retour du DAF doit susciter beaucoup de questions, laisser passer beaucoup de supputations, quelques spéculations et commentaires. Dans cette affaire de Snedaï-là, moi je pense que ce n'est pas Bictogo qui a beaucoup plus à perdre. C'est qui? Non, le Snedaï et surtout la partie documentaire, c'est-à-dire ceux qui fabriquent nos passeports là. Il ne peut pas avoir, je me pose toujours cette question, moi c'est cette question fondamentale. On ne peut pas avoir détourné 1,6 milliard, pour moi, mais j'estime que c'est petit, sans que cette structure qui est fondamentalement liée à l'État de Côte d'Ivoire, parce que dans fait des passeports là, peut-être le Sénégal fabrique, mais l'État de Côte d'Ivoire là, c'est un commissaire de l'État qui signe. Hein. Donc, ils savent quel nombre de passeports qui sort. Et puis, il y a un détournement. Et puis, les alarmes ne se sont pas allumées à tous les étages. Allez en profondeur, président. Allez. Non, je me pose des questions, mais je suis convaincu qu'on ne peut pas détourner un tel montant sans qu'au niveau de l'appareil étatique, on ne soit pas au courant. Moi, ça là, je ne peux pas accepter ça. Il travaille de pair, donc... Et bizarrement, moi je pense qu'aujourd'hui... C'est vrai, c'est vrai. Je C'est pense... vrai que il travaille, en fait, c'est un travail collégial. C'est pas un travail non, qui est pour moi, unilatéral de la pour part. moi, dans cette C'est des affaire, questions de sûreté. En fait. Voilà, de sûreté, c'est ça, effectivement. les affaires, et puis c'est nos données personnelles, c'est les données personnelles des Ivoiriens. Ouais. Ça vaut des centaines de milliards, les données personnelles, les data, ce qu'on appelle les data. Ça vaut des milliards dans le monde. Ouais. C'est dans la main d'une société. Et puis on nous dit, non, il y a un détournement de 1 milliard. Puis on va condamner un seul type là, et puis l'affaire est finie. Puis le type dit, il rêve. Il n'a qu'à revenir, il va nous parler. On va savoir ce qui s'est passé dans cette affaire. Et moi, je pense que, ouais, je pense que son retour, quand même, c'est pas. Pour moi, ici, il veut rentrer comme ça, c'est que quelque part, il a eu pas mal de garanties parce que tu peux pas être en exil comme ça et puis décider d'aller en exil et puis tout à coup revenir, donner ta part de vérité sur des sujets assez sensibles. Moi, je Non, pense que mais quelque il part, est jeune, hein. Jean, c'est ta génération. Les jeunes, non, mais je ne pense même pas qu'il ait 35 ans. Il est jeune, il a son avenir. Il ne va pas s'exiler s'il estime qu'il n'est pas seul fautif ou il n'est pas fautif. Il ne va pas s'exiler comme ça à venir. Pourtant, il a de l'avenir dans son pays. Il est brillant, il est tout. Non. en Je fait, pense ouais, que cette affaire, j'emboîte, en fait, président, j'emboîte je vais dans ton sens parce qu'en fait, voilà. effectivement, tu as dit que, Il veut se libérer. tu as dit que normalement, on ne peut pas faire un tel détournement et puis on n'aura pas d'alerte, voilà, Voilà. au niveau étatique. Donc, pour moi, effectivement, si il y a eu ces alertes, donc il y a eu des validations. Si aujourd'hui, il décide de rentrer quelque part, c'est que il a eu pas mal de garanties aussi quand même pour assurer sa sécurité parce que c'est quand même sensible. Et du coup, voilà. Donc, on attend, le président l'a dit, on attend ce qu'il rentre et puis qu'il nous donne la part de vérité pour qu'on puisse comprendre aussi ce qui s'est réellement passé. Parlons d'actualité internationale, monsieur, avec le conflit au Moyen-Orient. Avec la Côte d'Ivoire s'est clairement positionnée sur ce sujet en condamnant fermement les attaques, exprimant sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Face à l'escalade, la Côte d'Ivoire réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Jean-Paul, réaction sur cette sortie de la diplomatie ivoirienne? Bon, c'est une sortie, je dirais, que c'est du discours diplomatique en plein. Comme à l'ONU, hein, solidarité, protection de souveraineté ou autre. Mais moi, dans ce genre de situation-là,
quand les lions, les rhinocéros sont en train de se battre là, la petite souris musaraigne là, elle creuse son trou et puis elle s'éteint. Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire, pour l'instant, a plus besoin qu'on se préoccupe de notre éducation. De nos planteurs. Faut nos planteurs, former nos enfants, on a une éducation pour permettre qu'on forme des ingénieurs. Vous voyez, c'est les ingénieurs, là, c'est eux ils vont industrialiser notre pays. Et puis on va sortir de cette économie de type colonial, là, à vendre des fèves. Que de vouloir parler d'une affaire, quand ça va chauffer, on ne peut pas faire quelque chose. Non, mais président, en fait, la question, elle est un peu sortante dans la mesure où on a une position plus affirmée du Premier ministre sénégalais qui dit quoi? Il dénonce ces frappes sur l'Iran. Il estime qu'il s'agit d'une attaque sans mandat de l'ONU et donc d'une violation du droit international. Il met en garde contre un déséquilibre mondial. Non, mais quand tu regardes quand tu regardes notre truc là, ça ressemble à la position de la France. Donc on a suivi quoi? C'est ça qu'on a fait. Aïe. Je n'est pas d'accord. Alors, moi, Après, la Côte d'Ivoire plein d'amis. Allez-y, Vincent. En fait, il faut comprendre la posture en fait, du Sénégal. Ousmane Sonko, M. Ousmane Sonko. Et c'est pas son rôle aussi. Hein. Il fait beaucoup plus de déclarations que d'actions non plus. Oui, mais M. Ousmane Sonko, il ne faut pas oublier que M. Ousmane Sonko est quelqu'un qui, par sa confession, est très prononcé. Il faut comprendre que c'est le gouvernement sénégalais le plus prononcé par sa confession musulmane depuis que le Sénégal existe, en passant de Senghor. Senghor, Abou Diouf, Wade, Macky Sall. C'est une génération en fait de jeunes. Il y a cette jeunesse sénégalaise qui commence à être très islamisée, si je peux me prononcer comme ça. Et ils sont plus en fait du courant, en fait, d'accord, plus de ce courant-là. Ils font des manifestations de soutien à la Palestine et voilà. Donc c'est un fait. Et aujourd'hui, ils assument leur rapprochement vis-à-vis des Téhéran, hein, avant même que cette crise ne se passe. Ils assument. Il y a eu des délégations officielles qui sont déplacées à Téhéran, tout ça. Ils sont très, très prononcés, en fait, d'accord, vis-à-vis de leur proximité, leur soutien du monde arabe. Donc, il faut véritablement... Ah, vous mettez Téhéran dans le monde arabe Bah oui, Téhéran. Non, en fait, non, mais quand je dis le monde arabe, le Moyen-Orient, l'Iran en fait partie. Alors, historiquement, on va pas parler de la Perse. On va pas parler de la Perse historiquement. Sinon, en fait, je suis d'accord avec vous. Enfin, je vais juste nuancer parce que, voilà. Non, mais de toutes les façons... Je sais pas si vous voyez où je vais arriver. Quand on parle du monde arabe, même l'Irak, par exemple, on parle du monde arabe. Il y a une communauté chiite et sunnite qui en fait partie. Moi, j'essaie d'englober tout cela. Après, si on veut aller dans les détails, ça sera autre chose. Mais je dis, aujourd'hui, en ce qui concerne la sensibilité confessionnelle de ces pays africains, là, le Sénégal, il y a véritablement une recrudescence, en fait, d'accord, d'une prise de conscience islamique qui est décomplexée par rapport aux précédents chefs d'État qu'on avait eu au Sénégal. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, à la différence de la Côte d'Ivoire, il faut comprendre quelque chose de très important. On pense que cette crise-là n'aura pas d'impact sur la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis, il faut faire attention. Il y aura deux types d'impact sur la Côte d'Ivoire particulièrement. Parce que M. Ouattara est l'une des personnes qui s'est ouverte au marché mondial, d'accord, comme aucun ne l'a fait en Côte d'Ivoire. Il allait sur tous les marchés tant qu'il avait la possibilité. C'est moins libéral. Oui, tant qu'il avait la possibilité de faire du business, d'aller chercher des hedge funds, de chercher des fonds et tout, il y allait. Et il y a eu une proximité depuis qu'ils sont arrivés avec aussi ce côté-là des pays du Golfe, d'accord, qui sont donc, il a un intérêt particulier pour une question de stabilité. Mais n'oubliez pas aussi historiquement qu'il y a une communauté présente chez nous, oui, il faut le dire, qui est une communauté libanaise. Et il y a deux fractions, en fait, d'accord, au Liban. Il y a une fraction qui est proche, d'accord, du Hezbollah. Oui, qui est proche du Hezbollah et qui sont proches actuellement de l'Iran, qui subissent aussi des frappes à l'intérieur du Liban actuellement par Tsahal. Donc, on risque d'avoir, d'accord, ce flux migratoire-là. On m'a dit qu'il y a une vague qui sont déjà arrivées au niveau de l'Afrique du Sud. D'accord. Mais on risque d'avoir ce flux migratoire-là qui nécessairement doit, d'accord, nécessiter un contrôle. Parce qu'on ne sait pas qui rentre sur le territoire. Ça aussi, c'est vrai. Parce qu'il y a des combattants aussi qui peuvent venir. Parce que c'est une guerre qui est asymétrique. Le Hezbollah, non? Oui, c'est une guerre qui est asymétrique. Présent en Afrique. Et si vous remarquez... Mais il a annoncé même que le Hezbollah est présent en Côte d'Ivoire. C'est une guerre même qui est asymétrique. Si vous constatez la manière dont l'Iran s'est comporté lors de cette crise, il n'y a pas eu, d'accord, une guerre conventionnelle entre Israël et l'Iran dans les premiers moments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé les bases américaines basées dans les différents pays du Golfe pour pouvoir, d'accord, essayer de
de stopper le réapprovisionnement, d'accord, des États-Unis. Imaginons que ce conflit-là dégénère, il peut avoir des éléments, je ne le souhaite pas, qui peuvent aussi aller sur le territoire africain. Mais oui, parce que c'est une guerre. Vous êtes en train de dire que la base américaine à Abidjan peut être attaquée. Seulement que la base américaine en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des bases américaines un petit peu partout sur le territoire. On parle de Djibouti aujourd'hui. Donc imaginez, c'est pour cela qu'on ne souhaite pas, d'accord, cette déflagration et cette guerre-là qui perdure. On souhaite véritablement qu'une solution soit trouvée parce que, où je suis d'accord avec le président Jean-Paul Leroy, quand des éléphants se battent entre eux, c'est l'herbe qui subit. Et nous sommes au niveau de l'herbe, on n'a pas envie de subir, d'accord, les caprices de certaines personnes parce qu'ils ont des ambitions, d'accord, et des hégémonies. Je vais chuter là, Jean, si tu permets. Le détroit d'Ormuz fermé, ça c'est intéressant aussi. Le détroit d'Ormuz fermé, c'est 20% d'accord du passage de tout ce qui concerne les matières, les hydrocarbures et aussi d'accord les éléments de fourniture. Nous avons une économie de consommation et non de transformation. Donc que l'on veuille ou pas, nous allons subir parce que les prix à la pompe ont commencé à grimper dans certains pays tels que le Canada qui ont des réserves. En ce qui concerne le GNL aussi, il y a eu une augmentation. On est passé pour la pompe gaz naturel gaz non liquéfié. Oui, le gaz non liquéfié parce que le GNL était importé surtout par les pays européens en Russie. Bon, ça, on peut parler de tout géopolitique, c'est l'avantage de la Russie pour le moment. Mais en tout cas, en ce qui concerne la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est clair qu'on va quand même ressentir cela avec notre crise cacaoyère déjà. Non, mais ça, comme ça va forcément jouer sur nous. Donc, on est en joie, c'est l'anniversaire du président, mais on va quand même dire Yako, soyons réalistes. Yako aux Iraniens. Comme tu le dis. Tu es lié aussi aux Américains. Jean-Yves, je ne te vole pas la parole, mais comme il le dit, sur l'impact sur notre économie, et ça c'est clair. Si cette guerre-là est due, on va en subir. Oui. On va en subir. Et le continent, hein. Ça, il n'y a rien à faire, c'est tout le continent africain. Oui. Parce que tout ce qu'on consomme là, ça vient d'ailleurs. Donc, on va subir, que ce soit du point de vue alimentaire, que ce soit du point de vue des machines, tout ça là, pour notre agriculture, pour notre vie, même voiture, tout et tout, carburant. Nous-mêmes, nos propres carburants, nos propres pétroles, les gens viennent exploiter chez nous là, ça va chez eux, et puis ça revient encore pour nous, puis on achète ça cher. On va subir et ça va être très chaud. J'espère que les gens vont trouver une solution dans leur affaire là. Ça va finir vite. Ah, on est bien loin, Jean-Yves. Oui, donc aujourd'hui, moi, j'aurais aimé, c'est-à-dire le positionnement de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire s'est positionnée clairement, hein. Ils ont eu une position nuancée, donc une position un peu plus équilibrée. Voilà, ils n'ont pas pris position ouvertement. Même quand on regarde dans le communiqué, ils n'accusent personne. Voilà, ils dénoncent ces frappes-là. On ne sait pas, ils parlent de qui est-ce qui a frappé qui dénonce, non. Ils n'ont rien dit de cela. Donc, c'est une position un peu plus équilibrée pour ne pas effectivement prendre position dans ce conflit-là parce que je pense que Vincent tout à l'heure a eu, voilà, il a bien présenté, voilà, on est proche des communautés libanaises qui, elles aussi, au sein du Liban, on a deux factions, donc, avec Hezbollah et tout. Donc, de ce côté-là. Et de l'autre côté, quand même, on a pas mal d'accords avec les États-Unis, donc au niveau de l'économie. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on a pris, prenons simplement l'exemple de l'Espagne. Le Premier ministre espagnol qui s'est prononcé dernièrement, qui a demandé à ce que les États-Unis n'utilisent pas les bases. On a vu le président Trump qui a automatiquement demandé à ce qu'on a demandé de rompre les accords entre l'Espagne et les États-Unis. Voilà, donc on sait que c'est quelqu'un d'imprévisible. Du coup, la Côte d'Ivoire ne veut pas se prononcer parce que avec ce monsieur-là, on peut s'attendre, on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Du coup, cette position un peu plus équilibrée, moi, je pense que c'est une position un peu plus diplomatique. Mais à l'avenir, si jamais le conflit dure, je pense qu'à un moment donné, ils sont obligés de se prononcer. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en 2022, on a eu, lorsque la crise la crise entre, pardon, c'est la Russie et l'Ukraine, lorsque cette crise a éclaté, la Côte d'Ivoire s'était clairement prononcée, elle a pris fait et cause pour l'Ukraine à dénoncer ces frappes russes-là. Donc, elle avait dénoncé cette invasion. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas le dire ainsi comme elle avait fait pour la Russie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec les États-Unis, on a beaucoup d'accords. Au niveau de l'économie, on a beaucoup d'aides aussi à travers le projet MCC qui nous aide pour le financement. Je crois que même le 30 décembre dernier 2025, là, on a eu un financement de 480 millions
de dollars de la part des États-Unis. Donc, effectivement, c'est une position aujourd'hui qui est plus, je vais dire, qui a été prise en fonction des intérêts de la Côte d'Ivoire parce que voilà, sinon, clairement, ce qui se passe là, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dakar a clairement dénoncé ce qui se passe. La Côte d'Ivoire aurait pu faire pareil, mais si elle le fait aujourd'hui, ça serait aller contre, je vais dire, Mais il y a aussi des financements américains au Sénégal, rassurez-moi, Jean-Yves. Oui, 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 Et, oui, et, mais et, et- et je précise que Ousmane Sonko est intervenant aussi dans le cadre, en qualité de président du PASTEF. Hein, donc, allez-y, voilà, allez-y, c'était juste pour voilà. préciser le contexte. Et voilà. Donc, oui, ben, en fait, c'est en cela que moi, bon, pour la position de la Côte d'Ivoire, je suis un peu plus nuancé. Voilà, je ne sais véritablement Il pas faut quel bien me positionnement. nuancer. Voilà. Donc, je ne sais véritablement pas quel positionnement prendre par rapport à cela. Je ne sais pas si c'est peut-être la peur ou bien c'est peut-être parce que la Côte d'Ivoire veut Non, c'est pas observer la peur. La une position certaine d'Oufoué, son diplomatie. alignement. Voilà. Voilà. Donc, franchement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, mais lorsqu'on regarde dans la généralité, c'est véritablement parce qu'effectivement, les États-Unis nous apportent, on reçoit beaucoup d'aide de la part des États-Unis, ça c'est dans un premier point. Et dans un second plan, dans un second point, il y a beaucoup d'accords avec les États-Unis en ce qui concerne je pense des accords, on a eu des accords de défense lorsqu'on avait tout dernièrement là. Et en dehors de ça aussi, même au niveau de l'Europe, aujourd'hui, l'Europe a aussi pris position, je vais dire, a aussi pris position quelque part pour les États-Unis dans ce conflit-là. Et notre cacao, aujourd'hui, est consommé par qui? Généralement par l'Union européenne, par les Européens et les Américains. Voilà, donc, surtout qu'aujourd'hui, on a cette crise dans le café cacao là. Pour moi, ce serait suicidaire quand même de prendre, voilà, en tout cas, ce serait dangereux pour la Côte d'Ivoire de se positionner en faveur de l'Iran. Sinon, lorsqu'on regarde dans le fond, il y a clairement un positionnement à prendre, mais la Côte d'Ivoire ne va pas oser le faire parce que voilà, on a tous ces intérêts-là qui sont en jeu. Donc, ça s'explique. Mais il faut noter aussi qu'après ce communiqué assez flou-là, on a eu une conférence de presse qui a été donnée aussi par l'ambassadeur d'Iran en Côte d'Ivoire qui a réitéré l'engagement de l'Iran à vraiment respecter cette diplomatie internationale, c'est-à-dire le respect de la souveraineté de chaque pays. Voilà. Et donc, lui aussi, il appelait en fait au dialogue. Il a dit que son pays était dans cette optique-là, donc de dialoguer et d'éviter, je vais dire, l'embrasement Un embrasement voilà, total. de ce conflit-là au Moyen-Orient. Donc, il a allé, et voilà, il a réitéré la position de son pays. Je pense que cette conférence de presse a fait suite au fait que la Côte d'Ivoire avait fait peut-être, je dirais, un communiqué, pour ne pas dire un communiqué assez flou, qui en fait mettait tout le monde dans la même boîte, voilà, qui faisait comprendre à tout le monde que voilà, il devait être responsable. Donc, je même pense Joshua qu'en aussi, faisant, il faut laisser aussi. cette sortie-là, c'était pour l'ambassadeur d'Iran genre voilà, d'exprimer aussi la position de son pays par rapport à tout Zlatan. ça. L'Ayatollah Zlatan. Khomeini, merci beaucoup. Merci. C'est Merci. Ali Ramenei. Allez. Moi, j'aimerais tout simplement transmettre toute ma sympathie à un aîné, Nasser El Fadel, Oui, qui vit au Nasser. Liban, à Beyrouth, un confrère d'origine Oui. libanaise, un compatriote ivoirien d'origine libanaise Amoureux de l'Africa Sport. ouais, qui vit dans la banlieue de Beyrouth et avec qui j'ai eu quelques échanges. En tout cas, beaucoup de courage, cher aîné. Moi, je voulais faire aussi un coucou, en tout cas, déjà, dis encore, réitérer un joyeux anniversaire au président Jean-Paul Aureau, hein, notre président, voilà. Toute l'équipe de la bande à Carlyle et tout Télé-Sud, en tout cas, souhaite un joyeux anniversaire à notre très cher président, qui est contesté, mais reste jalousement à son poste. Clairement. Donc, vive la dictature présidentielle journalistique, en tout cas, au niveau de la diaspora. Nous aimons le président tel qu'il est. Et puis aussi, je voulais aussi faire un coucou aussi à M. Koné de Songui, hein, par rapport au festival, le dernier festival de Port-Lala, Qui était une réussite. ouais, qui était une réussite. Et En fait, je pense que tu as déjà Non, mais tu l'as déjà laissez-moi salué pour parler. ça, non? Laissez-moi parce que ça veut parler. dire que je suis véritablement pour la culture Voilà. ivoirienne, parce que je sens que la politique nous divise, mais la culture nous rassemble. Donc, mes salutations en tout cas à M. Koné de Songui et également au vice-premier ministre, M. Téné Birima Ouattara, cité en tout cas dans un article pour l'expertise que la Côte d'Ivoire apportera au mondial aux États-Unis
pas le truchement de l'officier supérieur, M. Yeo. Ça, c'est Norbert Navarro qui sera content. Norbert, qu'on salue au passage. Et Vraiment, pour terminer, moi, je veux lorsqu'on... saluer. Oui, on partit du Oui, Coco. oui, je vais terminer rapidement. Lorsqu'on regarde même tout ce qui se passe au sein de la filière Café Cacao, moi j'avais dit ici qu'on voulait organiser une incompétence de la part du Premier ministre. Aujourd'hui, le dossier il est sur la table du vice-premier ministre. Lorsqu'il va résoudre ce problème-là, c'est un électorat, je dirais pas un électorat en griffe agricole. Voilà, et on sait comment est cet électorat, on sait quelle est sa sociologie aujourd'hui. Ouais. S'il résout ce problème-là, je pense qu'il sera quand même... il va attaquer. Le Moïse est planteur. Il C'est va clair. attaquer, voilà, il va attaquer un point, il va attaquer un terrain qui est jusqu'à présent était pour le Le PDC. Moussa, le Moussa. Le Moussa, Voilà. ah pardon, le Moussa, bon, d'accord. Bon, en tout cas, Ils ont la main qui sort vite, hein, les planteurs. Président, merci beaucoup, merci messieurs. Joyeux anniversaire comme président. Joyeux anniversaire au vieux père Ismo depuis la Tunisie, il se reconnaîtra. Merci à Moustapha Kanté qui fait son retour avec Oui, son Moustapha rideau également, oui. de... Non, non, non. Bonne soirée.